Dart in the Dark. Copyright 2025, Tayeb Mefta, tout droit réservé. Aucun élément de ce livre ne peut être reproduit, stocké dans un système de récupération ou transmis sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur. Préface. Il n'y a jamais eu un moment où j'ai décidé de devenir programmeur. C'est le son qui a décidé pour moi. Avant la première ligne de code, il y avait le clic des touches, le bourdonnement des machines, le rythme de la curiosité. Je ne voyais pas les ordinateurs, je les entendais respirer. La rotation du ventilateur, le son du démarrage, l'impulsion électrique subtile derrière chaque commande. C'était mon invitation à un monde écrit en logique et en silence. J'ai grandi à Saïda, où la chaleur était sèche, où les radios parlaient en rail et où les rues étaient pleines de couleurs que je ne pouvais pas voir, mais que je pouvais sentir. Vivre sans vue ne signifie pas vivre sans vision. La vision est une direction, et la mienne pointait vers l'architecture invisible des machines et des esprits. Je ne me suis jamais imaginé assis devant un ordinateur, à écrire du code, à déboguer du trafic réseau, à tracer des routes invisibles ou à prévenir des menaces de sécurité avant qu'elles ne commencent. Les gens me lançaient « Tu es aveugle, tu ne peux pas utiliser un PC. Tayeb, arrête, ne touche pas à l'ordinateur, ce n'est pas pour toi. » Mais chaque avertissement sonnait comme un défi. Chaque doute devenait un carburant. Parce que je comprenais quelque chose qu'ils ne voyaient pas. La cécité ne bloque pas la logique, et le silence n'arrête pas la curiosité. Ce livre n'est pas une confession, c'est une compilation de leçons, d'erreurs, de reconstruction. Chaque chapitre a d'abord été une session de débogage tard dans la nuit, une prière silencieuse autour d'un café, un murmure où le code devenait clarté. Entre begin et end, il y a toujours eu la caféine, la persistance et la foi dans l'invisible. J'ai écrit Dart in the Dark pour ceux à qui l'on a déjà dit qu'ils ne pouvaient pas, pour ceux qui construisent sans voir, qui écoutent plus qu'ils ne regardent, pour les développeurs qui savent que le code, comme le courage, doit être testé avant de fonctionner. Vous ne trouverez pas de pitié dans ces pages, seulement le son de touches pressées avec conviction et l'infusion constante d'un but. Ce n'est pas l'histoire de la cécité, c'est l'histoire de construire la lumière sans avoir besoin de la voir. Alors, avant de tourner la page, prenez une gorgée de silence, d'espresso, de logique et écoutez. Le compilateur est prêt, le cœur aussi. Dédicace à mon père, qui a apporté l'informatique à Saïda à travers les scouts d'Algérie, bien avant que la plupart n'aient vu un moniteur. Tu as porté les premières étincelles de technologie dans une ville poussiéreuse et planté la curiosité là où d'autres voyaient des limites. À ma mère, qui a construit le monde autour de moi avec soin et courage. Tu m'as donné la liberté de vivre, d'apprendre et d'aller au-delà de l'imaginable lorsque d'autres murmuraient que je ne devais pas. À mon frère Mustapha, dont les nuits à Sidi Bel Abbès, à taper sous la lueur faible d'un vieux portable compact, m'ont fait me demander quel mystère se cachait derrière ces touches. Tu as été ma première fenêtre vers la magie du code. À mon oncle Boubacar, qui a ouvert le premier atelier de réparation informatique que j'ai connu, et qui, sans le savoir, a ouvert la porte de mon propre avenir. Parmi les tournevis et les cartes mères, tu m'as offert mon premier laboratoire. À ma sœur, qui est devenue ma première synthèse vocale quand aucun logiciel n'existait encore pour jouer ce rôle. Ta voix était ma fenêtre, ta patience,
ma première interface vers le monde. À mon ami Ishak, de l'école des aveugles de Mekria, qui m'a donné du courage quand d'autres essayaient de l'étouffer. Tu m'as rappelé que la cécité n'a jamais signifié faiblesse. À mon épouse bien-aimée, le rythme constant de mon cœur, ma lumière dans chaque compilation sombre. Tu es la présence silencieuse derrière chaque réussite, la voix douce qui stabilise ma main quand le monde tremble. Ta foi a été mon encre, ton amour, le langage qu'aucun code ne pourra jamais exprimer. Tu n'es pas seulement mon encouragement, tu es mon équilibre, ma paix, mon éternel runtime. Et à mon frère de code, Souvir Kumar, toujours connecté, même jamais côte à côte. Notre amitié ne voyage pas par pas, mais par paquets, routée à travers FreeSwitch et MikroTik. Preuve que la vraie connexion n'a pas besoin de câbles, seulement de confiance. Chapitre 1. Le centre culturel. Saïda respirait comme un instrument silencieux. Des après-midi poussiéreux, le bourdonnement lointain des marchés et le crépitement doux des radios jouant du rail et des mélodies algériennes classiques. Mon enfance n'était pas une question de vue, mais de vibration. Je suivais les pas, le frottement des chaussons sur le carrelage, la résonance métallique des portes, la cadence des voix. Je ne manquais pas la couleur, car le son dessinait des cartes plus honnêtes. Près du centre culturel, j'ai trouvé le rythme avant de trouver la logique. Musique traditionnelle, un violon solitaire, un piano qui résonnait dans la salle comme la pluie sur un toit en tôle. Je n'avais pas les yeux, mais j'avais l'oreille, une oreille fine. Je m'asseyais près des salles de répétition, mes paumes suivant les veines du bois, mon cœur apprenant le tempo. Les ordinateurs sont apparus d'abord comme des boîtes mythiques de puissance. Des hommes se rassemblaient autour de machines Sacre et Amstrad, riant doucement, tapant avec assurance. Les écrans brillaient, je sentais leur chaleur sur mon visage et le silence qui suivait chaque commande. Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi la lumière devait-elle être le gardien du savoir? Je me demandais si les ordinateurs n'étaient pas simplement des instruments, comme l'oud ou le piano. Si la vision n'était qu'une entrée parmi d'autres, alors pourquoi pas moi? Mes doigts pouvaient explorer, mon oreille pouvait décoder les rythmes. Le centre culturel sentait la craie, la poussière et le papier. J'y ai appris le courage de demander l'impossible sans s'excuser. J'ai convaincu le réceptionniste de m'inscrire en informatique. Il hésita, mais j'ai insisté. Cette petite carte en papier avait la sensation d'une clé dans ma main. Pas une clé pour une salle, mais pour un futur que personne n'attendait d'un garçon sans vue. Chapitre 2. Première touche, premier courage. Je suis arrivé au centre, une petite photo dans la main, le cœur battant contre mes côtes. Je veux m'inscrire à l'atelier informatique. Silence. Puis, un rire hésitant. Mais, comment? Je me suis tenu droit. Je ne peux pas encore, mais je vais apprendre. Laissez-moi écouter. Il a rempli le formulaire, mon premier badge, fin comme une feuille mais plus lourd qu'un passeport. Je l'ai ramené à la maison comme un trophée. Ma mère, surprise. Mon frère, ingénieur logiciel, sceptique, réaliste, dur. Taïeb, ce n'est pas ton monde. Les ordinateurs, ils ont besoin des yeux. Je n'ai rien dit. Le silence. Mon premier véritable acte de rébellion. Parce qu'au fond de moi, je savais déjà. Les yeux ne sont qu'une entrée. Mais mes mains, mon oreille, ma persistance, elles étaient des entrées aussi. En 1995, Windows 95 chantait en bip et en boîte de dialogue. Ma sœur est devenue ma première synthèse vocale, mon premier pont vers ce monde lumineux. Elle murmurait les menus, les icônes,
le mot mystérieux « démarrer ». Je mémorisais les motifs sonores comme d'autres mémorisent les formes. Les cybercafés commencèrent à briller à Saïda comme des fleurs métalliques étranges, leurs ventilateurs bourdonnant comme des prières. Mais ce furent les jeux qui m'ont appris quelque chose de plus profond. Dave, Flipper, Lotus, je les jouais en écoutant, en suivant les instructions de ma sœur, avec la précision d'un musicien suivant une partition. Clique à gauche, attends, écoute le son. Maintenant, clique à droite. Elle était mes yeux, la machine, mon instrument. Chaque jeu était comme jouer une pièce de musique que je ne pouvais pas voir, mais que je pouvais sentir. Les bips et les boups n'étaient pas seulement des sons, c'étaient des retours, un langage, la preuve qu'une machine pouvait me parler dans une voix que je comprenais. La patience de ma sœur, la répétition, les cycles d'échecs et de reprises, ce n'était pas seulement du jeu, c'était l'apprentissage même de la syntaxe de l'interaction. Ce jour-là, en jouant à Lotus à l'oreille, dans un cybercafé, j'ai compris. La machine se moque de ma cécité. Elle parle à ceux qui écoutent. Et moi, j'écoute avec une précision que beaucoup, distraits par les écrans, n'auront peut-être jamais. Chapitre 3. 1999. Le web s'ouvre. Netscape et Hamza. Internet était arrivé en Algérie comme un murmure devenu cri. Les cybercafés se transformaient du jour au lendemain, de salles calmes sous DOS à des temples frénétiques de la connexion. Le bourdonnement avait changé. Ce n'était plus seulement celui des ventilateurs et des machines, mais celui des modems qui hurlaient ce son beau et terrifiant, la voix du monde qui s'ouvrait. Netscape Navigator et Opera devinrent mes portails. Mais contrairement aux autres qui voyaient des pages d'accueil brillantes et des bannières clignotantes, moi j'entendais le squelette du web, le texte, la structure, les balises cachées sous le bruit visuel. C'était comme entendre les os d'un bâtiment plutôt que sa façade. Et puis, il y avait Hamza Shabab. Il est apparu comme un frère, non par le sang, mais par la patience. Alors que ma sœur m'avait guidé dans Windows 95 et les jeux locaux, Hamza est devenu mon guide vers l'infini. Il s'asseyait à côté de moi, clavier après clavier, café après café, lisant les URL, décrivant ce qu'était Caramel, un service d'email, imagine. Ce que signifiait « voilà », un moteur de recherche, et comment naviguer vers des liens que je ne pouvais pas voir, mais que je pouvais atteindre une fois que je savais qu'ils existaient. Hamza n'utilisait pas des termes techniques. Il utilisait le rythme, la description, l'encouragement. Clique ici, Tayeb, c'est le bouton de connexion. Tape ton email. Maintenant ce bouton. Voilà, tu vas voir une réponse. Il est devenu mon lecteur d'écran avant même que JAWS n'existe. Ma couche d'accessibilité humaine. Nous avons découvert Caramel comme des explorateurs. Un endroit où créer une adresse email, où des gens du monde entier pouvaient envoyer des messages arrivant comme des lettres d'une autre dimension. Voilà ouvrait le web lui-même, le rendait navigable, permettait d'errer. Ce que Hamza m'a donné n'était pas seulement de l'accès, c'était de la confiance. Chaque clic que je faisais sous sa guidance était une petite preuve. J'ai ma place ici, moi aussi. Internet se moquait de tes yeux. Il ne se souciait que de ta curiosité et de tes doigts. À la fin de 1999, je n'avais plus besoin de Hamza à mes côtés pour chaque clic. Les schémas s'étaient ancrés dans mon esprit comme de la musique apprise. Je pouvais naviguer dans l'architecture du web de l'époque, lourd, textuel, piloté au clavier,
mieux que beaucoup d'utilisateurs voyants, distraits par les graphismes. Hamza est resté mon frère de code. Mais j'avais trouvé quelque chose de plus profond. La machine m'écoutait désormais. Et le monde, à travers mes doigts, me répondait. Chapitre 4. Le vendredi brûlant, 2003. La voix appelait Jaws. Je m'en souviens comme d'un film gravé dans le cœur. Jeudi soir, 18h, la salle informatique du centre culturel sentait la poussière, l'électricité, les vieux écrans CRT, la même salle où mon voyage avait commencé. Mustapha Boutaleb, voix militaire, autoritaire, m'appela. Son ton était clair, certain. Demain, 14h30, sois là. Sois là, demain, 14h30. Je n'ai pas osé demander pourquoi. Vendredi. Le soleil brûlait comme un jugement. Mon cœur était un tambour. Je me suis assis au bureau, le même bureau où j'avais cliqué sous Windows 95 une éternité auparavant. Mustapha posa un casque sur mes oreilles. « Utilise l'ordinateur », ordonna-t-il. « Je ne peux pas, dis-je, honnêtement. Ferme-la, essaie. Imagine que quelqu'un lit pour toi. » Et soudain, une voix. Métallique, synthétique, mais vivante. Non humaine, mais pas mécanique non plus. Elle parlait avec autorité, avec clarté, avec la précision de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il disait. Jaws 4,51. Cette voix ne décrivait pas la beauté. Elle donnait accès à l'existence elle-même. Elle lisait l'écran, non comme un objet visuel, mais comme une structure logique. Boutons, champs, texte, hiérarchie. Elle me disait ce qui était là, et ce que je pouvais en faire. J'ai pleuré. Pas de faiblesse ou de sentimentalisme, mais de reconnaissance. C'était la voix que j'attendais depuis mes 12 ans, lorsque je me tenais dans l'encadrement de cette salle, entendant les touches et me demandant si une machine pouvait un jour parler ma langue. Elle le pouvait. Jaws parlait ma langue avec une maîtrise parfaite. Ce jour-là, le son devint la vue. Pas la vue visuelle. Je ne voyais toujours pas les pixels ou les couleurs, mais la vue comme accès, comme compréhension, comme capacité à naviguer dans un monde qui avait toujours supposé que les yeux était la seule entrée valide. Pour la première fois, je n'écoutais plus seulement l'ordinateur. Il m'écoutait aussi. Il me parlait. Il me traitait non comme une anomalie, mais comme un utilisateur, aussi légitime que n'importe qui. Jaws ne me plaignait pas. Il me facilitait la vie. Et dans cette facilitation, j'entendais le futur. Chapitre 5. Langage et solitude. Une fois que Jaws m'avait ouvert la porte, il n'y avait plus de retour en arrière. Je me suis plongé dans les langages comme un homme qui remonte enfin à la surface pour respirer. Turbo Pascal, Delphi, Fox Pro, Oracle, SQL Server, Clipper, Paradox. Je nageais dans un océan de syntaxe. Begin, end, if, else, try, except. Chaque langage était un dialecte de logique. Chaque erreur, une note dissonante attendant d'être corrigée, comme accorder un instrument qui ne chante qu'en code. Alors que les autres voyaient des écrans, j'entendais des motifs. La logique infusait comme un espresso, pressurisé, distillé, essentiel. Là où ils voyaient du débogage visuel, moi j'entendais le rythme des messages d'erreur. Là où ils naviguaient dans des menus, je naviguais en ligne de commande avec la confiance de quelqu'un qui avait appris à voir à travers le son. Linux est arrivé comme une tempête du désert, brute, dure, sans pitié. Aucune accessibilité, aucune indulgence, aucune concession. Mais les défis forgent le caractère. J'ai RF tout mon système une fois, j'ai ri de l'absurdité d'une destruction complète,
Puis je l'ai reconstruit, et j'ai survécu aux longues nuits de découverte grâce au café fort. La solitude était le prix. Alors que les autres travaillaient dans des bureaux avec des collègues, je travaillais dans l'isolement, le seul programmeur aveugle que quiconque connaissait. Mon code devait être parfait parce que je n'avais personne d'autre à blâmer que moi-même. Mes solutions devaient être élégantes parce que je n'avais personne à impressionner, sauf la machine. Mais dans cette solitude se trouvait la liberté. La machine se fichait de mes limites. Elle ne se souciait que de la logique, de la syntaxe et de la précision de la pensée. Et j'avais ces choses en abondance. Chapitre 6. FreeSwitch et la fraternité. La liberté a un son. Elle vibre entre les paquets, se cache dans l'écho de la latence et respire dans le silence entre deux continents. C'est ce que représentait FreeSwitch pour moi, une voix qui traversait la distance. Avant FreeSwitch, il y avait Astérisque, le premier murmure, l'indice que la voix pouvait voyager par la logique plutôt que par l'air. Mais FreeSwitch était la chanson. Brut, modulaire, ouvert, capricieux. Il pouvait s'effondrer à tout moment, mais quand il fonctionnait, c'était de l'harmonie pure. La longue nuit des compilations. Au début, je pensais avoir compris. Télécharger, construire, exécuter, simple, non? Faux. Windows devint mon premier champ de bataille. Les dépendances se croisaient comme des inconnus dans l'obscurité. Les chemins disparaissaient au milieu d'une commande. Les bibliothèques se battaient comme des frères jaloux. Et chaque fois que mon lecteur d'écran annonçait « Erreur, build failed, exit code 1 », je ressentais cette pointe familière, le goût d'une défaite déguisée en voix robotique. C'est là que j'ai rencontré Mike Jerris, Mike G, d'une patience infinie. Il était le gardien des builds Windows, la voix calme qui apaisait ma frustration. Je lui envoyais des messages désespérés sur IRC à des heures improbables. « Mike, ça a encore cassé, je ne trouve pas où. » Et il répondait toujours « Vérifions étape par étape. » Pas de pitié, pas d'impatience, juste une guidance calme, comme une lumière filtrée à travers le code. Il m'a appris que l'open source ne consiste pas seulement à partager du code, mais à partager de la patience. Apprendre à respirer sous Linux. Finalement, j'ai quitté Windows. Ubuntu ressemblait à un horizon dégagé, libre, stable, prévisible. Jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. AutoTools devint mon nouveau tourmenteur. Bootstrap, configure, make, fail. Chaque commande ressemblait à un appel lancé dans le silence, sans garantie de réponse. La première fois que j'ai vu configure, ligne 2847, syntax error near unexpected token, j'ai cru avoir tout détruit. Puis vint le secours discret. Relance Bootstrap, nettoie ton build, ajoute ce flag. La voix de Mike encore, lointaine, numérique, mais constante. C'est alors que j'ai compris. Linux n'est pas sans pitié. Il est honnête. Il te donne exactement ce que tu lui demandes, même quand tu ne sais pas ce que tu demandes. Le motif des voix. Quelque part dans ces reconstructions interminables, j'ai découvert que la téléphonie n'était pas seulement du code. C'était une conversation. Chaque paquet était un mot. Chaque codec, un accent. Chaque erreur, un malentendu à résoudre. C'est là qu'est entré Souvir Kumar, mon frère du monde invisible. Je l'appelais Souvir, mais je voulais dire secours. Les expressions régulières, ces hiéroglyphes de précision, étaient ma chute. Dialplan, routage, matching, chaos. J'écrivais un seul mauvais caractère et je pouvais faire tomber un système entier. Souvir voyait ce que je ne voyais pas. Des motifs derrière les motifs. Il réécrivait mes lignes de regex avec une facilité presque insultante, en murmurant sur IRC « Tu penses trop ».
Regex n'est pas de la logique, c'est du rythme. Il avait raison. Le code, comme la musique, ne coule que lorsqu'on cesse de le forcer. Même aujourd'hui, chaque fois que je tape un caret ou un $, j'entends ces corrections calmes. Il a transformé la frustration en rythme, le silence en syntaxe. Les gardiens du réseau. Puis vinrent les autres voix, pas des professeurs, pas des managers, des frères du clavier. Brian K. West, BKW, capable de diagnostiquer un trunk SIP cassé en lisant des logs écrits dans le chaos. Il m'a appris à entendre la différence entre un 408 et un 403, comme un musicien distingue 2 notes de douleur. Anthony Minessal, Antm, le créateur lui-même. Il ne donnait jamais de réponse, seulement des perspectives. Il ne corrigeait pas le problème, il corrigeait la manière de penser. SWK et Intralandman, les sages des bases de données. Ils m'ont montré que les CDR ne sont pas des logs, mais des mémoires. Chaque entrée est un battement, et si ton schéma ne peut pas porter la vérité à grande échelle, il s'effondre. Puis il y avait Simen, le murmure norvégien dans mes écouteurs. Il parlait le langage du réseau. MTU, buffers, perte de paquets. Tes paquets se fragmentent, disait-il. Tu perds la voix dans le silence entre les bytes. Il m'a appris que la communication n'est pas seulement la parole, c'est tous les chemins silencieux qui la transportent. La cathédrale de texte IRC Freenode était notre temple. On ne voyait pas les visages, seulement des pseudonymes qui clignotaient dans la nuit numérique. Mike G, BKW, Antm, SWK, Intralandman, Souvir, Simen. À 3 heures du matin en Algérie, il était midi ailleurs. Pendant que je buvais mon café, quelqu'un en Norvège buvait du thé. Quelqu'un en Amérique compilait un patch. Quelqu'un en Inde testait un build. Nous étions des continents éloignés, mais à quelques millisecondes les uns des autres. Nous construisions plus que des logiciels. Nous construisions la confiance comme un protocole. La vraie connexion n'était pas RTP ni SIP, c'était la patience. La gentillesse transmise par morceaux de code et logs nocturnes. Nous n'étions pas une entreprise, nous étions une communauté. Et ce mot « communauté » pesait plus lourd que n'importe quelle ligne de C. Quand l'un de nous se retrouvait coincé, les autres apparaissaient. Pas par obligation, parce que nous nous souvenions de ce que cela faisait d'être perdu dans l'obscurité. Architecture accessible. Je dis souvent que FreeSwitch fut le premier système qui parlait ma langue. XML, verbeux, oui, mais logique, structuré et accessible. Astérisque enterrait le sens dans des raccourcis. FreeSwitch l'organisait en hiérarchie. Mon lecteur d'écran adorait ça. Je pouvais entendre la structure, le flux d'un appel comme une strophe de poème. Pour moi, XML n'était pas du markup, c'était de la musique. Un dial plan que je pouvais entendre. Les leçons silencieuses FreeSwitch m'a enseigné des choses techniques. Comment tracer les headers SIP, comment déboguer avec GDB à l'oreille, comment réparer un core dump sans paniquer. Mais au-delà de tout cela, il m'a appris une vérité. La technologie sans empathie n'est que de la machinerie. Ces gens, ces pseudonymes, n'étaient pas seulement des mentors. Ils étaient des lignes de vie. Ils m'ont donné un espace où la cécité ne comptait pas, où seule comptait la curiosité. Ils m'ont parlé non comme à un ingénieur aveugle, mais comme à un père. La fraternité demeure. Les années ont passé.
IRC s'est dispersé. Certains noms ont changé, d'autres ont disparu. Mais l'esprit demeure, vivant dans chaque commit, chaque pull request, chaque question laissée en suspens, puis résolue. Quand je tape Make maintenant et que la compilation réussit, je fais toujours une pause. Pas pour célébrer, pour écouter. Écouter le silence qui suit le succès. Écouter le bourdonnement des paquets quelque part dans le monde. Écouter les fantômes des messages nocturnes qui m'ont sauvé autrefois. C'est ça, le vrai protocole. Pas SIP, pas RTP, pas TCP. Le protocole, c'est la patience. Le protocole, c'est la communauté. Le protocole, c'est être présent. Parce que le code connecte plus que des appels. Il connecte des personnes. Et cette connexion-là, elle ne tombe jamais. Chapitre 7. Réseau, nuit et café. Zala Computers. Le bourdonnement des routeurs, l'odeur de poussière et la voix taquine de ma sœur. « Tu ne sais pas faire ton propre café ?» Cette question a tout déclenché. Au début, c'était que du Nescafé et de l'eau chaude, maladroit, amer, impatient. Mais j'ai persisté. Les capsules sont venues ensuite, puis les machines, puis les grains. J'ai appris à moudre à l'oreille, à écouter la texture, à sentir la finesse entre mes doigts, comme du sable devenant de la soie. De là, ce furent les méthodes, espresso, V60, aéropress, chacune un nouveau langage du silence. Le café devint méditation. Clavier, tasse, code, vapeur. Le rythme ne changeait jamais. Chaque extraction était une compilation de l'âme. Chaque tasse, un build réussi. Après le silence, puis arriva un silence qui n'était pas le mien. Le silence du monde. Le Covid. Les cafés fermèrent. Les voix se cachèrent derrière les masques. Mais le café resta. Chez moi, mon univers se réduisit à un bureau, une bouilloire, un clavier. Et pourtant, il s'agrandit aussi. J'ai commencé à explorer les origines, les vraies origines. Plus les mélanges de supermarchés, mais des arabicas purs origines, chacun avec son accent, son climat, sa mémoire. Ethiopian Sidamo fut le premier à me toucher, floral, doux, presque musical. Il sentait comme un matin calme après la pluie. Je le préparais lentement, comptant les secondes comme un métronome, écoutant chaque goutte comme si la tasse me répondait en code. Puis vint Jima, plus sombre, rugueux, terreux. Il avait le goût de la vérité, brute, imparfaite, honnête. Il me rappelait mes débuts en programmation, quand rien ne fonctionnait, mais que tout m'enseignait. Ensuite, Yirgachev, mon type de contradiction préféré. Lumineux mais ancré, sucré mais sérieux. Un soupçon d'agrumes, comme la confiance après le doute. Je le buvais lors des longs débogages, quand la patience s'amenuisait. Son arôme seul pouvait recompiler mon humeur. Et puis, le Kallani yéménite. Une tasse lourde d'histoire. Je me souviens de la première gorgée, profonde, épicée, mystérieuse, comme écouter un dialecte oublié du café. Ce café ne me réveillait pas, il m'humiliait presque par sa profondeur. Colombian Supremo devint mon rituel de l'après-midi, doux, équilibré, fiable. Le café qu'on boit quand le compilateur passe au verre. Parfois, pour la force sans l'amertume, j'ajoutais un soupçon de Cerrado brésilien ou de Piberi tanzanien. Un rappel que la diversité, comme en code, crée l'équilibre. Les matins d'après-isolement. Lorsque les confinements ont pris fin,
Le monde est devenu bruyant. Trop de sons à la fois, trop de gens essayant de rattraper le temps perdu. Mais je n'avais plus besoin des cafés. Le rituel était entré en moi. Chaque matin, la même équation. Eau plus mouture, plus patience, plus silence, égale clarté. Dans ces matins d'après-Covid, le café n'était pas seulement de la caféine. C'était la récupération, la précision, la présence. C'était la preuve que certaines choses nécessitent encore la lenteur, le soin et le courage d'attendre. La tasse refroidissant à côté de mon clavier, j'imaginais le voyage des grains. Des hauts plateaux du Sidamo aux torréfacteurs d'Alger, des mains de cultivateurs qui ne me connaîtront jamais, aux doigts d'un développeur aveugle qui n'a pas besoin de Dieu pour apprécier leur travail. Et dans cette pensée, j'ai compris quelque chose. Le café, comme le code, repose sur une confiance invisible. Chaque étape, culture, torréfaction, mouture, infusion, dépend de quelqu'un que tu ne rencontreras jamais. C'est ainsi que la connexion survit, même dans l'isolement. Le son de l'arôme. Je ne mesure plus le café en cuillère ou en grammes. Je le mesure au son. Le craquement des grains, le chuchotement de l'eau, le dernier souffle avant la fin de l'extraction. C'est ma boucle de rétroaction. C'est mon ton de débogage. Le café est devenu ma langue compagne. Un dialecte parlé en vapeur, en patience, en persévérance. Il me rappelle que la création, en d'art comme dans la vie, est un processus de chaleur, de timing et de flux. Aujourd'hui, quand j'infuse un Yirgacheffe, j'entends de vieux compilateurs. Quand je moue du Sidamo, j'entends le rire de ma sœur. Quand je sirote du Kallani, je ressens de la gratitude. Et lorsque je termine ma tasse, je ferme mon ordinateur avec paix. Parce que parfois, la seule chose dont tu as besoin pour déboguer la vie, c'est une tasse parfaite d'arabica dans le noir. Chapitre 8. Quand Dart m'a éveillé. Il existe dans la vie d'un développeur des moments qui ne ressemblent pas à une découverte, mais à un rendez-vous avec le destin. Des moments où le code cesse d'être une syntaxe et devient un langage pour l'âme. Pour moi, ce langage fut Dart. J'avais passé des années dans l'architecture du son, free switch, SIP, paquets et voix traversant les océans. J'aidais les autres à se connecter, mais je n'avais pas encore bâti mon propre monde. Puis, une nuit silencieuse, alors que la ville dormait et que la bouilloire murmurait à côté de moi, j'ai ouvert Flutter. Et Flutter parlait Dart. La première fois que j'ai écrit « random », j'ai senti quelque chose s'ouvrir, comme si la logique elle-même se transformait en lumière. Quand le code devient art, Dart était propre, calme, direct. Une syntaxe qui ne punit pas, mais accueille. Les widgets s'imbriquaient comme des pensées, les paramètres murmuraient leur intention. Même pour un développeur aveugle, Dart semblait visuel. Non parce que je pouvais le voir, mais parce que je pouvais en entendre la structure. Les systèmes de gestion d'état, Provider, Block, Riverpod, devinrent des instruments dans une orchestration logique. Chaque set state était une respiration, chaque build, un rythme. Le code n'était plus de la mécanique, c'était de la chorégraphie. Flutter ne me demandait pas d'imaginer des pixels, il me demandait d'imaginer des relations. Rows et columns n'étaient pas de la géométrie, c'étaient des directions. Un row ressemblait à une phrase, une colonne à un paragraphe. Le padding était le silence entre les idées, l'alignement, l'intention. Dans l'obscurité, j'entendais l'interface. Chaque indentation me disait ce qui vivait à l'intérieur de quoi. Chaque paramètre
révélait un comportement, comme de la poésie structurée. C'est pour cela que Flutter fonctionne pour les non-voyants. Sa syntaxe compositionnelle ne se voit pas et se comprend. Elle parle en logique, non en couleur. Je concevais les écrans comme d'autres composent de la musique, en couches de flux. La navigation devenait un récit, les boutons, des verbes. Chaque page, une conversation entre but et patience. Quand lire devint impossible, mais alors que je pouvais coder le monde, je ne pouvais pas le lire. Pour un utilisateur aveugle, lire un livre, c'est comme sentir une porte verrouillée. Tu sais que l'histoire est dedans, mais la poignée manque. Les PDF sont des murs cruels, des images sans texte. Les PDF arabes, encore pire. Lignes inversées, diacritiques perdues, lectures impossibles. Les livres religieux, ceux qui portent la chaleur de la foi, étaient souvent totalement inaccessibles. On les ouvre et le lecteur d'écran ne répond que par le silence. Les EPUB semblaient prometteurs, mais la plupart des lecteurs étaient chers, lourds ou ignoraient l'accessibilité. Alors, j'ai arrêté d'attendre. Dart m'avait déjà appris la vérité. Si quelque chose n'existe pas, construis-le. TTR, Time to Read. J'ai construit mon propre lecteur EPUB, TTR, pour Time to Read. Un peu nécessité, un peu rébellion. Je voulais une application capable de lire tous mes livres, n'importe quand, n'importe où. TTR n'ouvrait pas seulement des fichiers, il ouvrait l'indépendance. Il mémorisait mes chapitres, suivait mon rythme, me rappelait où j'en étais. Il me permettait de bâtir des bibliothèques de sens au lieu de murs d'erreurs. Et chaque fonctionnalité était pensée avec intuition, pas avec la vue. J'imaginais comment l'utilisateur se déplacerait, comment le focus circulerait, comment la voix guiderait. Parce que l'accessibilité n'est pas visuelle, elle est spatiale, émotionnelle, rythmique. Quand TTR lut son premier paragraphe à voix haute, j'ai ressenti quelque chose qu'aucun compilateur ne peut exprimer. Ce n'était pas de la fierté, c'était la liberté qui rentrait chez elle. L'architecture de l'empathie. Construire TTR m'a révélé une vérité. L'accessibilité n'est pas un décor. Ce n'est pas un bouton en plus dans un menu. C'est une architecture. La manière dont on construit les murs pour que chacun puisse entrer. Flutter rend cela possible. Sa structure est logique, modulaire, lisible à l'oreille. On peut naviguer ligne par ligne, couche par couche, sans jamais se perdre. On peut imaginer ce que les autres voient, non par la vue, mais par un design qui fait sens. C'est cela, l'inclusivité. Pas la pitié, mais la clarté. Une nouvelle forme de vision. Je ne vois pas avec des yeux. Je vois avec le flux, l'indentation, le comportement. Chaque fonction est un battement. Chaque widget, une promesse. Quand je ferme mon éditeur, j'entends mon code résonner comme un poème bien écrit. Il n'a pas besoin de couleurs pour être vivant. Il a besoin de sens. Et c'est ce que Dart m'a donné. Pas seulement un langage, mais un système de vision pour l'invisible. Un cadre où l'imagination suffit. Où la cécité n'est pas une limite, mais une autre manière de voir. Chaque fois que TTR commence à lire à voix haute, je souris. Parce que dans cette voix, j'entends à la fois mon code et mon histoire. Les deux parlent désormais la même langue. Logique, patience, lumière. Chapitre 9. TFT et la naissance de My Eye. TFT, désert du sud algérien. Un dortoir de Sonatrach. Un silence brûlant. Des ventilateurs qui bourdonnent. Des délais d'approbation.
un pur enfer administratif sans fin. Un matin, un café, un casque et la curiosité. L'IA savait classifier des images. Mais pourquoi classifier quand on peut décrire? Décrire comme un humain, comme un ami, comme une imagination qui parle. Et si je créais une application pour moi-même? AI, puis My Eye. OCR, description vidéo, lecture d'EPUB, lecture de PDF, génération d'images. Publié. Un homme aveugle écrivant la vision pour les autres. J'ai construit un œil numérique. Le garçon qui ne voyait pas avait offert la vue à des milliers. Chapitre 10. Disqualifié pour mes propres rêves. Il existe des murs qui ne sont pas faits de briques. Ils sont faits de formulaires, d'excuses et de sourires qui prétendent aider. On les appelle institutions. Moi, je les appelle accès refusé. J'ai grandi avec un cœur accordé à la logique, un enfant qui ne voulait pas seulement toucher les ordinateurs, mais comprendre ce qui les faisait respirer. Je rêvais de circuits, de codes, de réseaux, d'électricité, d'être l'ingénieur derrière la lumière. Mais lorsque je suis arrivé devant la porte, les gardiens n'étaient pas en métal. Ils étaient faits de doutes. Les écoles du non. Quand le collège s'est terminé, j'ai dit clairement « Je veux la filière scientifique, maths, physique, informatique ». Ils m'ont regardé, puis ont regardé ma canne et ont soupiré comme si j'avais demandé à devenir astronaute. « Tu es aveugle, tu ne peux pas étudier les sciences, tu ne peux pas lire les équations. » Je leur ai dit « Je peux les entendre ». Ils n'ont pas ri. Ils m'ont simplement redirigé vers la filière littéraire, où c'est plus facile. Plus facile. Ce mot a encore le goût de craie et de pitié. Je ne voulais pas de facilité. Je voulais mériter la compréhension. Mais pour eux, cécité et difficulté ne pouvaient pas exister dans la même phrase. Alors ils m'ont donné ce qu'ils pensaient être une forme de bonté et m'ont construit un monde plus petit. Les certifications qui n'étaient pas faites pour moi. En grandissant, je pensais que les choses changeraient. Cisco, Juniper, Microsoft, Linux Academy. Sûrement, la technologie, plus que tout autre domaine, comprenait l'accessibilité, non? Faux. Chaque formulaire, chaque demande d'inscription, chaque centre d'examen me renvoyait le même pare-feu poli. Nous n'avons pas les outils pour votre situation. Nos labs sont visuels. Ce n'est pas possible pour vous. Il ne disait jamais « vous êtes aveugle » directement. Il l'encodait dans des politiques. Même les centres de formation locaux jouaient le même jeu. J'entrais, ordinateur prêt, canne pliée, motivé, et il me recevait avec ce ton soigneux, réservé aux objets fragiles. « Ah, vous êtes aveugle. Eh bien, nous avons un programme spécial pour vous. » Et à chaque fois, je savais déjà la réponse. C'était toujours « opérateur téléphonique ». Apparemment, dans leur logique, cécité égale casque audio. Ils voulaient faire de moi une version humaine d'un serveur IVR. Tapez 1 pour plus de discrimination. Tapez 2 pour la pitié. Tapez 3 pour répéter votre rêve refusé. Je ne voulais pas router des appels. Je voulais router des paquets. Mais non, ils insistaient. Opérateur téléphonique, c'est adapté à votre condition. Je souriais et pensais « Donc vous voulez faire de moi l'arrière-plan de votre ennui. Refusé, donc reconstruit. » Alors j'ai fait ce que je fais toujours quand le monde dit non. J'ai construit mon propre oui. J'ai téléchargé la documentation, j'ai lu des RFC comme des contes du soir. J'ai appris les protocoles de routage par expérimentation.
non par prof. Quand Cisco a refusé de me certifier, j'ai construit un réseau sur de vieux routeurs réparés par mes soins. Quand Microsoft n'a pas répondu, j'ai configuré des serveurs Windows depuis zéro. Quand les examens Juniper étaient inaccessibles, j'ai appris les tables de routage jusqu'à les réciter comme de la poésie. Je n'ai pas obtenu de papier. J'ai obtenu la maîtrise. Parce que la ligne de commande ne se soucie pas de qui tu es. Elle se soucie seulement de si tu tapes la vérité. Le premier vrai oui. Puis, enfin, quelque chose de nouveau. 2023. Après des années de refus, j'ai rencontré une entreprise appelée SSP, SARL System Professional. Ils avaient leur propre académie, SSP Academy, avec de vrais labs, de vrais routeurs, de vrais PBX et des gens qui écoutaient avant de juger. Je m'y suis rendu pour quelque chose de simple, acheter des routeurs et switches microtiques. Mais la conversation a dévié. Quelqu'un a dit « Vous semblez connaître beaucoup de choses sur les réseaux. Vous devriez rencontrer notre directeur général. » C'est ainsi que j'ai rencontré Smati Abdelwahab, un homme avec le talent rare de rendre l'optimisme technique. Je lui ai raconté mon histoire, les refus, l'auto-formation, les réseaux que j'avais construits seul. Il a hoché la tête, souri, et a dit une phrase que je n'avais pas entendue depuis des années. « On devrait te former. » Simple, sans hésitation, sans mais. Il m'a offert une place dans la SSP Academy, un programme pour administrer les PBX Zico. Après toutes les portes fermées, celle-ci s'est ouverte en une seule phrase. Admiration, avec une touche de comédie. Il n'y avait qu'un seul détail qui me faisait rire chez Monsieur Smati. Il croyait en moi trop. Il parlait de moi comme si j'étais un personnage Marvel. Un aveugle qui configure des PBX. Il dessine des réseaux dans sa tête. Il route des topologies de mémoire. Je riais. Calmons-nous, boss. Je ne dessine pas des schémas dans le ciel. Je suis juste logique et caféiné. Mais secrètement, son enthousiasme faisait du bien. Après des années de doute, c'était étrange, presque comique, de rencontrer quelqu'un qui exagérait dans l'autre sens. La leçon derrière le oui. Cette formation a changé plus que mes compétences. Elle a changé ma manière de comprendre la validation. Pour une fois, je n'étais plus l'aveugle. J'étais simplement l'ingénieur en formation. Parfois, pendant les pauses, Smati me regardait et disait « Je ne comprends toujours pas comment tu dessines ces réseaux dans ta tête. » Et je répondais « Facile, je ping la logique et j'attends la réponse. » Il éclatait de rire. Non qualifié pour leur monde, certifié par le mien. Avec le recul, je réalise que tous ces refus m'avaient préparé. Chaque non est devenu une ligne de code. Chaque obstacle, un débogage. Chaque détour, une autre topologie mentale. Je n'avais pas besoin de leur certificat. Il ne me manquait qu'un seul oui sincère. SSP me l'a donné, non par charité, mais par conviction. Et peut-être que Smati avait raison après tout. Peut-être que c'est un exploit, un aveugle qui administre des PBX et cartographie des réseaux entièrement dans son esprit. Parce que parfois, le miracle n'est pas dans la compétence elle-même. Il est dans le fait que quelqu'un la reconnaît enfin. Chapitre 11. Là où le terrain a son mot à dire. Il existe plusieurs formes de silence. Celui qui suit la déception, dense, étouffant, final. Celui qui dissimule l'incrédulité, poli en surface, mais criant en dessous. Et celui qui attend, suspendu entre la peur et le respect, retenant son souffle. Je les ai tous rencontrés. J'ai appris à lire leur texture comme on lit du braille sur des pages invisibles. Chaque silence a sa fréquence,
son poids dans l'air. Voici comment ce silence est devenu mon allié. L'appel. Tout commença un jeudi après-midi banal. Mon téléphone vibra avec un numéro inconnu, le genre d'appel qui te fait hésiter avant de répondre. Je décrochai. « Bonjour, c'est Tayeb ?» Voix professionnelle, rapide, pressée. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Karim. Je travaille dans une société de télécommunications à Oran. On a eu votre numéro par le fournisseur officiel de BDCOM en Algérie. Ils ont dit que vous étiez expérimenté avec leur switch. » Une pause. Pas tout à fait de l'hésitation, plutôt une vérification mentale. On a un site client qui nécessite la configuration de plusieurs switches. VLAN, sécurité, monitoring, tout le setup. C'est assez urgent. Vous seriez disponible ? Je sentis ce frisson familier, celui des nouveaux défis. « Oui », dis-je simplement. « Je peux venir. »« Parfait, demain matin. Je vous envoie l'adresse. » Il ne demanda pas mon expérience, ni mes méthodes, ni ma vue. Pas encore. Le trajet. Le lendemain, je me réveillais avant l'aube. Les premières heures du jour sont celles où mon esprit fonctionne le mieux. Je préparais mon matériel, ordinateur, câble console, câble Ethernet, batterie portable. Chaque chose à sa place, chaque câble avec sa mémoire dans mes doigts. Je repliais ma canne, appelais un taxi Yassir. Oran vibrait comme une partition chaotique. Klaxon, vendeur, bus diesel, moto serpentant entre les fils. Mon ordinateur sur les genoux, je sentais la chaleur légère de son châssis. Une machine qui ne m'avait jamais jugé. Arrivé, j'appelais Karim. « Je suis là, où je vous retrouve ? Attendez, vous êtes où exactement ? À côté de l'entrée principale. Il y a un poste de garde à ma gauche. » Pas, approche, silence. « Ah, c'est vous ?» Je souris. « Oui, c'est moi. » Le poids des questions non dites. Et voilà, mon vieux compagnon, le silence de l'incertitude. Il n'était ni méchant ni hostile, juste en déséquilibre. Nous entrâmes dans le bâtiment. Air conditionné, pas feutré, respiration retenue. On me présenta, 3 ou 4 personnes dans la pièce. Je sentais leur regard curieux sans les voir. « Voici Tayeb, » dit Karim. « Il gérera la configuration. » Murmure de salutation, une poignée de main, puis une phrase chuchotée que je n'étais pas censé entendre. « Lui ? Vraiment ?» Je l'entendis. Chaque nuance. Nous partîmes vers le site client. En voiture, le silence s'étira jusqu'à ce que Karim craque. « Tayeb, je veux vous demander quelque chose. J'espère que vous ne le prendrez pas mal. » « Allez-y. Est-ce que vous pouvez vraiment faire ça ? Les switches, la configuration, tout ?» Pas de méchanceté dans sa voix. Juste la peur d'un responsable qui ne peut pas se permettre une erreur. Je me tournai un peu vers lui. « Je ne sais pas, laissez le terrain parler. » Ces mots flottèrent dans l'air. Fin de la discussion. La salle où vit le doute. Le site était un petit hub télécom. Salle serveur, odeur d'ozone, machine chaude, ventilateur constant. On me guida vers un bureau. Je branchai mon câble console, comme 4 connected. Je me connectais, tapais les commandes, accédais au switch. Derrière moi, 2 souffles silencieux. Karim et Mehdi. Leur silence n'était plus sceptique, il était attentif. Je configurais VLAN, sécurité, trunk, surveillance. Chaque commande chantait dans mon lecteur d'écran. Chaque validation était une pierre posée. « Comment tu sais où tu es dans le config ?» demanda Mehdi. « Je construis une carte mentale », répondis-je sans m'arrêter. « Pas une carte visuelle, une carte logique. » Il resta muet, surpris. Configuration terminée,
Test réussi, réseau fonctionnel. Et le silence changea de nature. Ce n'était plus du doute, c'était du respect. Le nouvel écho. Quelques mois plus tard, un autre appel. « Allô, Tayeb, je suis Farid. On a eu ton numéro par le fournisseur BD.com. Ils disent que tu es l'homme qu'il faut. » Il y avait de l'excitation dans sa voix. Un projet sérieux. Sonatrach. Infrastructure critique. Je donnai mon accord. Puis, il demanda mon pièce ID pour l'accès au site. Je lui envoyais. 5 minutes plus tard, il rappela, stupéfait. « Tayeb, ton ID dit que tu es... aveugle ?» « Oui. » Silence. Long. Chargé. Puis, Sonatrach veut te rencontrer. Tout de suite. Ils n'y croient pas. Ils veulent te voir. L'homme dont tout le monde parle. Le centre nerveux. 3 contrôles de sécurité plus tard, j'étais dans un NOC Sonatrach. Grand, froid, machine puissante, ingénieur concentré. Ils me décrivirent le réseau. Quelqu'un me lut le schéma. Je construisis la topologie dans ma tête. Puis, je me mis à travailler. L'équipe observait, non pas pour douter, mais pour voir si la légende était vraie. Heures de configuration, VLAN, routage, sécurité, redondance. Chaque commande fluide, chaque réponse propre. « Comment tu t'y retrouves ?» demanda enfin l'ingénieur-chef. « Le réseau, c'est de la logique, dis-je. La vue n'est qu'un retour visuel. J'ai un autre type de retour. » Et il comprit. La compilation de la confiance. Tests finaux. Ping. Routage. 0 perte. Réseau parfait. Rachid, le chef, posa sa main sur mon épaule. « Tayeb, je vais être honnête. Quand on m'a dit qu'un ingénieur aveugle venait, j'ai cru que c'était une erreur. Maintenant je sais, la vue n'est qu'un outil. Et ce n'est même pas le plus important. » Je souris, parce qu'il avait appris ce que j'avais appris il y a longtemps. La logique n'a pas Dieu. La compétence non plus. Le code de la confiance. Au fil des ans, j'ai compris que la confiance ressemble au code. Elle ne vient jamais instantanément. Elle doit être écrite, testée, exécutée. On ne peut pas la forcer. On ne peut pas la simuler. On doit la prouver. Et je n'argumente plus contre le doute. Je ne défends pas mes capacités. Je dis seulement « laisse le terrain parler ». Parce que quand tout fonctionne, quand le réseau respire, quand les paquets passent, quand le silence devient respect, alors le travail parle plus fort que n'importe quel mot. Et ce silence-là, il chante. Chapitre 12. La précision sans la vue. Aujourd'hui, je travaille dans le silence. Pas de professeur, pas de superviseur, pas de certificat. Juste moi, le code, et le doux murmure d'une machine qui ne m'intimide plus. Un café à côté, un terminal ouvert, le lecteur d'écran qui chuchote, non plus comme un guide, mais comme un compagnon. Je ne poursuis pas la lumière, je la façonne. Une fonction à la fois. Le poids de la précision. J'ai longtemps cru que la précision venait de la vue, des détails, des grilles, des couleurs. Mais la cécité m'a enseigné une précision plus profonde. La précision n'est pas ce que tes yeux voient, c'est ce que ton esprit refuse d'ignorer. Quand tu ne peux pas dépendre de la vue, tu commences à dépendre de la logique. Tu ne devines pas, tu comprends. Tu suis le raisonnement, ligne par ligne, jusqu'à ce que tout s'emboîte, parfaitement, comme une boucle qui ne casse jamais. Il n'y a pas de presque bon dans l'obscurité. Tu comprends ou tu ne comprends pas. C'est ainsi que la cécité te raffine.
Elle ne t'enlève pas la précision, elle la parfait. Redéfinir la vision. Les gens confondent toujours la vue et la vision. La vue est biologique, la vision est spirituelle. Je ne vois pas les objets, je perçois les relations. Je ne conçois pas des écrans, je conçois des flux. Je ne visualise pas des interfaces, j'en entends la structure. Flutter m'a montré que la compréhension n'est pas visuelle, elle est logique. Les rows, les columns, le padding, l'alignement, tout cela forme une musique. La syntaxe devient chorégraphie. Et par le son, je peux construire ce que les autres ne font que regarder. Mon monde n'est pas sombre. Il est structuré, ordonné, équilibré. Il a une architecture. Il a une précision. Café et calme. Chaque matin, le rituel recommence. L'odeur de l'arabica remplit la pièce. Sidamo, Kaulani ou Colombian Supremo. Chacun parle différemment. Sidamo est élégant. Kaulani est profond. Supremo est audacieux. Je le laisse infuser lentement, comme je laisse mes idées compiler. Le son de l'eau, la vapeur qui murmure, tout cela me rappelle que le progrès est silencieux, que la création ne crie pas, elle chuchote. Café, code, clarté, la sainte trinité de mes matins. Dart in the dark. On me demande souvent ce que signifie Dart in the dark. Les gens s'attendent à une métaphore, mais ce n'en est pas une. C'est ma vie. Chaque ligne de code que j'écris est une flèche lancée dans l'incertitude. Et pourtant, elle atteint sa cible. Parce que le point n'est pas de voir où elle atterrit. Le point est de faire confiance à ton geste. Foi, logique, persistance. Voilà mon compilateur. Et quand il s'exécute sans erreur, c'est de la lumière. La compilation finale. Je ne souhaite plus la vue, je souhaite le temps. Le temps de construire encore, d'enseigner encore, d'aider ceux qui ont encore peur du noir à découvrir ce qu'il contient. Parce que quelque part, un autre enfant s'assoit devant un ordinateur, écoute le ventilateur, tape au hasard et se demande s'il peut y arriver. Et je veux qu'il sache, oui, tu peux. Tu peux coder sans voir. Tu peux concevoir sans regarder. Tu peux construire sans permission. Tu peux transformer le silence en système. Parce que la vision n'est pas une question Dieu, c'est une question de direction. Et la direction, c'est déjà assez. À propos de Tayeb Mefta. Tayeb Mefta est un développeur full stack et un défenseur de l'accessibilité numérique originaire de Saïda, dans l'ouest de l'Algérie. Sa vie suit deux grands courants, l'un alimenté par Dart et Flutter, l'autre par l'Arabica pure origine. Le jour, il est le concepteur d'applications pilotées par l'IA comme MyEye, qui apporte la description visuelle à ceux qui ne peuvent pas voir. Le matin, il est artisan, attendant la floraison parfaite d'un Yirgacheffe ou d'un Kaulani. Il traite son code comme son café. Chaque build doit être propre, équilibré et précis, sans aucune exception amère. Ce mémoire est sa tentative de cartographier ce voyage. Depuis l'écoute des premiers mots d'un ordinateur jusqu'à la création de machines qui, à leur tour, écoutent.